Bonjour, soyez les bienvenus dans cette édition spéciale du groupe SOS Senior. Loïc Rumeau, bonjour. Bonjour et merci de nous accueillir sur ce plateau. Vous êtes le directeur, et vous êtes le bienvenu, directeur général de l'association groupe SOS Senior, acteur national et opérateur de solutions sur l'ensemble du parcours de la personne âgée, qu'elle soit autonome ou fragilisée. En quelques mots, quelques chiffres, la présentation du groupe SOS Senior. Oui, donc sans faire trop long, le groupe SOS Senior, c'est une association qui est un des grands secteurs d'activité du groupe SOS, une organisation un petit peu plus large de l'économie sociale et solidaire. Le groupe SOS Senior, c'est un acteur qui est entièrement dédié au bien-être et à l'accompagnement des personnes âgées sous différentes formes, principalement des établissements médicalisés d'accompagnement, des EHPAD, mais aussi des résidences autonomie, des logements adaptés, des services à domicile et une plateforme de lutte contre l'exclusion. Cela représente une centaine d'établissements et services, toutes dédiées à l'accompagnement des personnes âgées. Alors vous êtes un groupe assez ancien puisque le groupe est né dans ce qu'on appelait les années SIDA au milieu des années 80. Tout à fait. La branche senior est un peu plus récente vu que nous venons de fêter nos 10 ans. Évidemment, certains établissements sont bien plus anciens, mais l'émergence du groupe SOS Senior date d'il y a 10 ans. Effectivement, c'est un nouveau secteur parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, dans ce secteur de l'accompagnement des personnes âgées, il y a de nouveaux enjeux, de nouveaux besoins qui sont massifs et sur lesquels le groupe SOS a décidé de se mobiliser pour pouvoir répondre au niveau national à ces enjeux, avec bien évidemment une activité très forte sur la région Grand Est. En quelques chiffres sur le nombre d'établissements, notamment du groupe SOS de manière générale? Alors une centaine d'établissements, globalement 70 EHPAD, une quinzaine de résidences autonomie et de résidences services pour personnes âgées, 5 services de soins infirmiers à domicile, et des services d'accompagnement à domicile, de portage de repas. Le groupe SOS, dans son ensemble, est évidemment une organisation bien plus large, vu que nous comptons 750 établissements et services, qui comptent 22 000 salariés, dont à peu près 4 500 dans le pôle senior. Et combien de personnes, combien de seniors sont hébergés? Dans nos EHPAD, nous avons 5 000 personnes âgées dépendantes accompagnées dans nos établissements, et nous avons globalement entre 1000 et 1500 personnes accompagnées sur différents services à domicile ou en logement adapté. Dans les différentes présentations que vous faites, Loïc Rumeau, vous dites que vous êtes une organisation majeure et atypique. En quoi êtes-vous atypique? On est atypique. Alors, aujourd'hui, on est un acteur de l'économie sociale et solidaire, ce qui veut dire qu'on est à la fois privé, mais à but non lucratif. C'est-à-dire que nous relevons d'une gestion privée un peu comme des entreprises. Par contre, nous n'avons pas d'actionnaire. Le groupe SOS n'appartient à personne. L'association groupe SOS Senior n'appartient à personne. Et surtout, nous n'avons pas d'exigence de rentabilité. Et c'est très important dans notre sujet, dans notre secteur d'activité, qui se dédie quand même à l'accompagnement des plus fragiles. Que ce soit sur l'accompagnement des personnes âgées ou les autres métiers du groupe SOS, il est quand même indispensable que nos métiers soient liés à une performance économique, mais qui est au service de la qualité de l'accompagnement et non pas la rentabilité de l'activité. Évidemment, il faut qu'on soit solide sur nos fondamentaux financiers, surtout dans le contexte actuel. C'est évidemment ce que nous allons voir durant cette émission spéciale. Et si nous sommes ensemble, c'est justement parce que vous publiez un nouveau plaidoyer. On en parle tout de suite. Votre groupe, Loïc Rumeau, prend position une fois encore parce qu'il y a 5 ans, vous l'aviez déjà fait. Parlons d'abord peut-être de la première version du plaidoyer que vous aviez publié il y a 5 ans. Tout à fait, il y a 5 ans, nous avions publié un premier plaidoyer qui était vraiment axé sur une vision que nous avions du secteur et particulièrement des EHPAD en France. Et sur ces établissements, nous avons tenu 90% des recommandations de ce plaidoyer. Évidemment, pour promouvoir des établissements de qualité accessibles à tout le monde, peu importe les ressources financières, peu importe le parcours de vie de ces personnes âgées. Et nous avons beaucoup travaillé pour faire en sorte que nos EHPAD se transforment, se modernisent. Et nous sommes assez fiers déjà du chemin parcouru, malgré toutes les difficultés que peut rencontrer le secteur, notamment les difficultés de financement du secteur. Néanmoins, on voit bien que ce sujet du plaidoyer avait besoin aussi d'être revisité. Donc les 90% ne sont pas suffisants. Enfin, ça vous satisfait, mais il faut néanmoins aller plus loin. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un changement sociétal
et une prise en compte que, à la fois, nos établissements sont un des piliers de l'accompagnement des personnes âgées, particulièrement les plus fragiles, mais il n'est pas le seul. Et il nous fallait répondre aussi aux autres enjeux de transformation de notre secteur pour mieux accompagner, veiller au bien-être des personnes âgées et surtout respecter à la fois leurs choix et les rendre actrices de leurs décisions au quotidien. Vous êtes dans un secteur en difficulté, en crise de notoriété, d'image, d'attractivité. C'est aussi pour ça que ce plaidoyer est sorti et publié. Bien sûr. Et nous sommes un groupe qui, évidemment, vit dans ce secteur compliqué avec ses difficultés. Ce que nous souhaitons nous porter, c'est qu'à la fois montrer le volontarisme de nos établissements, de nos équipes, qui au quotidien, et je les félicite toutes, au quotidien accompagnent finalement ces 5000 résidents en établissement, ces personnes à domicile, ces services du quotidien que nous apportons comme le portage de repas. Et évidemment, ces professionnels, ils sont mobilisés au service du bien-être des personnes qu'ils accompagnent. Et nous, notre démarche, c'est évidemment de renforcer cette action et de renforcer cette visibilité de leur action. Alors ce plaidoyer version 2 que je tiens dans la main, donc pour que le mieux vieillir ne soit pas un privilège, ça c'est une phrase à laquelle vous tenez particulièrement, 11 recommandations, 24 propositions, c'est difficile, mais si nous ne devions en parler, en retenir qu'une ou deux, quelles seraient-elles ? Évidemment, un premier sujet qui va tourner autour des différents aspects du vieillissement. Aujourd'hui, on vit dans une société où l'exclusion est quand même de plus en plus en augmentation, y compris chez les personnes âgées. Là encore, les différents baromètres le font remonter. Et il est important pour nous de lutter contre certains fléaux qui contaminent un petit peu la société, notamment le sujet de l'isolement social, du vieillissement aussi des personnes qui vivent quelque part dans le parc social, des personnes avec des ressources plus modestes. Comment finalement peut-on les accompagner vers des leviers de prévention qui existent, parfois à côté de chez elles, et comment on fait pour rendre ces dispositifs accessibles à ces personnes pour un mieux vieillir à domicile. Ça, ce sera ce qu'on verra dans quelques instants avec le docteur Marjorie Stein notamment. Exactement. Ça, c'est le premier sujet. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est finalement comment on accompagne la transformation de nos établissements aussi. C'était déjà un axe du premier plaidoyer, l'ouverture de nos établissements, sur lesquels aujourd'hui on plaide pour des établissements qui soient des plateformes de ressources et de compétences au service de leur territoire. Pas simplement au service des habitants de ces résidences, mais bien au service des personnes qui habitent aussi à côté, en ouvrant nos portes, en ouvrant nos services et en renforçant quelque part aussi les compétences de nos établissements pour que ceux-ci puissent répondre avec qualité à ces bénéficiaires. Et puis il y a un programme auquel vous tenez particulièrement, c'est mon établissement, mon domicile. Tout à fait. Et là, évidemment, on revient sur le sujet de l'ouverture de nos établissements et finalement, pourquoi vient-on dans nos établissements avec une transformation des paradigmes sur lesquels on entend aussi beaucoup les attentes à la fois des personnes qui viennent dans nos établissements, les résidents, mais également de leurs proches, de leurs familles, qui souhaitent aujourd'hui pouvoir être acteurs de leur quotidien, pouvoir prendre des décisions, vivre en fonction de leur rythme. Comment fait-on, nous, aujourd'hui, pour nous adapter, finalement, à ce paradigme et à cette qualité de service et d'accompagnement. Mais ça se traduit comment dans les faits ? C'est-à-dire que c'est comme à la maison, c'est un peu ça l'idée que vous souhaitez ? Vous l'avez parfaitement résumé. Notre esprit, évidemment, ce n'est pas leur domicile historique, mais comment fait-on pour se rapprocher de leur vie au quotidien, au domicile, en leur laissant tout simplement prendre des initiatives, participer à la vie de l'établissement, par exemple, avoir des rôles sociaux. Tout simplement, un sujet tout bête. Le matin, quand on aime bien se préparer son petit déjeuner, prendre un café, c'est simplifier aussi l'accès des machines à café auprès des résidents, auprès des familles, favoriser la convivialité, les échanges par l'initiative des uns et des autres. Évidemment, en veillant à la sécurité, on reste quand même à un accompagnement de personnes fragiles, mais on se rend bien compte aujourd'hui qu'en laissant de la liberté et de la décision auprès des personnes qu'on accompagne, celles-ci arrivent à mieux vivre, à être plus épanouies. Et ça donne aussi plus envie aux familles de venir passer du temps dans nos établissements pour rester avec leurs proches, pour passer des activités, parce qu'on leur laisse à disposition la capacité finalement de participer à la vie de l'établissement. C'est-à-dire que les familles peuvent s'impliquer, passer une après-midi entière dans un espace qui leur est dédié, pas simplement dans la chambre du résident. Exactement. Tous les espaces sont ouverts. On est très adepte du droit de recevoir pour les personnes âgées dans nos établissements, être en capacité finalement d'accueillir chez elles leurs proches et de pouvoir ouvrir non seulement
leur chambre, leur logement, mais aussi tous les espaces extérieurs, collectifs, et finalement en les rendant beaucoup plus attractifs, plus beaux, plus adaptés finalement à leurs besoins, on rend nos établissements beaucoup plus attractifs à l'ensemble des parties prenantes. Voilà pour deux éléments, deux recommandations de ce plaidoyer donc pour que le mieux vieillir ne soit pas un privilège. À l'écran, nous vous montrons le QR code avec lequel vous pourrez aller directement voir et lire l'ensemble de ces recommandations et propositions. Je propose, Loïc Rumeau, que l'on accueille maintenant le docteur Marjorie Staing pour évoquer la prise en charge en matière de santé des seniors dans vos résidences. Marjorie Staing, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice médicale et de l'éthique au groupe SOS Senior. Parmi les recommandations de plaidoyer que nous avons évoquées avec Loïc Rumeau figure cette fluidité du parcours des soins et notamment de cette prise en charge globale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, il est important d'effectuer une large prévention auprès de nos bénéficiaires. C'est pourquoi nos médecins coordinateurs ou même nos infirmières référentes, dès la préadmission ou dès l'arrivée de nos bénéficiaires, peuvent évaluer les domaines sur lesquels le résident doit bénéficier d'une prise en charge spécialisée et personnalisée. Il s'agit donc de la prévention des fragilités via donc ces évaluations gériatriques standardisées où nous analysons les renforts à mettre en place, que ce soit au niveau de l'activité, sur des troubles de l'équilibre, au niveau de la nutrition ou des renforts concernant la cognition. Ce que vous appelez les évaluations gériatriques standardisées, c'est un peu le bilan pluridisciplinaire du résident, du bénéficiaire ? Oui, cela permet d'adapter après son plan d'accompagnement personnalisé au sein de nos établissements. On peut avoir recours à des hospitalisations après 2 jours fragilité qui peuvent nous amener aussi à un aspect pluridisciplinaire aussi hospitalier lorsque l'on veut prévenir par exemple de la iatrogénie médicamenteuse si on associe une conciliation médicamenteuse. Parce qu'évidemment, chaque résident a un suivi médical particulier. On voit maintenant que la médecine est systémique et intégrative. On ne prend pas en charge qu'avec des médicaments. Comme la démarche de mon établissement, mon domicile, il y a l'environnement, mais aussi l'autre approche, qu'elle soit nutrition, au niveau de la nutrition et au niveau de l'activité physique adaptée et donc ces interventions non médicamenteuses. Alors Loïc Rumeau en parlait tout à l'heure, vous souhaitiez que les établissements soient ouverts aussi vers l'extérieur, c'est-à-dire que ces bilans dont parle le docteur Staing, si j'ai bien compris, peuvent être aussi ouverts à des non-résidents, c'est-à-dire des bilans pré-entrée ou des pré-bilans, je ne sais pas comment il faut les baptiser. Tout à fait. Notre objectif, c'est bien de faire rentrer aussi les compétences dans nos établissements, à savoir que évidemment, nous réalisons un certain nombre de bilans d'actions en prévention auprès de nos bénéficiaires et évidemment avec la volonté d'ouvrir vers l'extérieur, mais aussi de faire venir les compétences de l'hôpital dans nos établissements, finalement pour rendre plus accessible cette offre de services, de soins et de prévention. C'est vraiment important pour nous et effectivement, on veille à le mettre en œuvre, particulièrement avec nos collègues de l'association Groupe SOS Santé, qui aujourd'hui agit aussi sur le territoire Grand Est. En quelque sorte, je schématise, c'est-à-dire que vous êtes un lieu médical référencé dans un environnement, on va dire, du quartier ou peut-être un peu plus large pour que les seniors puissent venir consulter ? Le but est que tous les habitants au pourtour de l'établissement se retrouvent dans un établissement qui est support, puisqu'en fait, finalement, le groupe SOS Senior ouvre une palette du domicile jusqu'à l'établissement médicalisé quand il y a les besoins. Et le but est que chaque chemin de la personne âgée puisse être au bon endroit, au bon moment, quoi. Voilà. Et ça, évidemment, cela participe à ce que le gouvernement souhaite, le développement des centres de ressources territoriales, et le groupe SOS Senior souhaite y prendre sa part. Oui. Un mot pour évoquer la fluidité du parcours de santé, c'est la thérapie non médicamenteuse. C'est-à-dire que, évidemment, les seniors sont suivis avec tout un tas de posologies particulières, mais il n'y a pas que les médicaments pour être bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous travaillez sur ces thérapies non médicamenteuses ? Alors,
J'en venais sur le fait que maintenant on est plus dans une médecine effectivement intégrative et qu'elle prend en charge aussi bien l'environnement que des actions pour aider à favoriser le bien-être global, dont aussi prendre en charge les troubles du comportement. Voilà. Tout ça permet dans la prévention de limiter le recours en catastrophe aux urgences. Donc c'est vraiment un des axes majoritaires. On a plusieurs palettes d'interventions non médicamenteuses, que ça aille en fait dans les environnements du numérique, de la nutrition, de l'activité physique adaptée et aussi le contact donc avec les animaux, dont la médiation animale. Justement, nous avons quelques images avec des animaux de compagnie qui rentrent dans les établissements. Qu'est-ce que cela apporte aux résidents? Quels sont les bienfaits? Il y a une sécurisation importante des résidents concernant en fait cette réassurance que les animaux peuvent nous apporter. Il y a une réminiscence des souvenirs qui peuvent avoir lieu quand on repense à son animal de compagnie. On se rend compte que ce soit vis-à-vis des soignants qui y travaillent ou des résidents, la dynamique change lorsque les animaux sont là. On se rend compte que le pouvoir du chat est toujours aussi important. C'est très convaincant en image, on le voit. Hein. Oui. Loïc Rumeau, c'est pour revenir sur mon établissement, mon domicile. Est-ce qu'un résident peut venir avec un animal de compagnie Bien sûr. En permanence? Bien sûr, évidemment, et ça c'est une possibilité qui était ouverte bien avant les annonces ministérielles dans nos établissements. C'est déjà une réalité, avec évidemment tout un accompagnement, une personnalisation, parce que là encore, il ne s'agit pas ni de mettre en difficulté la personne âgée qui ne serait plus en capacité de s'occuper de son animal, et donc de veiller à ce qu'il y ait une façon de maintenir cette présence dans de bonnes conditions, autant pour le bien-être de la personne que le bien-être de l'animal et que le bien-être de nos professionnels. Parce qu'on en parlera tout à l'heure sur le volet ressources humaines, il faut aussi être vigilant à ne pas mettre en difficulté nos équipes. Mais évidemment, c'est le quotidien de nos structures. Donc cela fait partie des interventions non médicamenteuses. Dr Stein, il y en a d'autres, vous l'avez à peine cité, mais les seniors sont des geeks. Peuvent être des geeks, certains d'entre eux. Oui, en fait, on se rend compte quand même que tout ce qui apporte à la mobilisation et à la coordination des réflexes est important. Et plus on le travaille, plus ça permet de diminuer sa perte d'autonomie. Voilà. Et on se rend compte que l'outil du numérique en fait partie. Et donc ça veut dire que vous faites des concours dans les établissements, vous faites des jeux, alors là on voit du bowling par exemple, mais ce sont ce genre de compétitions qui peuvent avoir lieu. Ça entraîne aussi de la cohésion avec leurs soignants et puis entre eux, et du coup la bonne humeur, c'est ce qui est important. Est-ce qu'il y a des matchs résidents contre équipes du groupe SOS Senior? On n'est pas au niveau des résidents. Hein. Je tiens à préciser qu'on a quand même notre établissement de Rémilly qui est finaliste de la Coupe nationale de e-bowling. Eh ben, félicitations donc, à cet établissement de Rémilly. Un dernier mot, Marjorie Stein. Je rappelle que vous êtes la directrice médicale et de l'éthique du groupe SOS Senior. Pour que les résidents se sentent bien, il faut que ceux qui les soignent se sentent bien aussi. Et ça, c'est un message que vous souhaitez faire passer. Oui, pour prendre soin en fait, de nos aînés, il faut aussi qu'on prenne soin des soignants, et puis de l'ensemble, pas que les soignants, mais l'ensemble des personnes qui travaillent dans les structures. Ça fait le lien, justement, avec vous, Loïc Rumeau. Nous allons accueillir dans quelques instants le responsable des ressources humaines. Et nous accueillons sur ce plateau Emmanuel Grosjean. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des ressources humaines du groupe SOS Senior. Le docteur Stein disait, pour que nos résidents se sentent bien, il faut aussi que l'équipe se sente bien. Évidemment, ça c'est un message que vous entendez. En plus, vous vous sentez bien dans le groupe, puisque vous y êtes depuis un quart de siècle. Tout à fait, ça fait 25 ans que je suis là et je vois l'évolution progressive du groupe et la situation autour des effectifs qui aujourd'hui est dans une situation un petit peu compliquée. En matière de ressources humaines et de recrutement, tel que je vous vois, je n'ai pas l'impression d'avoir un magicien, vous n'avez pas de baguette magique en fait. Justement, j'allais vous le dire, nous n'en avons pas. Oui. Et donc nous avons des solutions
pragmatique. Donc on a des activités au quotidien avec nos équipes qui sont les directeurs et autres managers qui recherchent des soignants. Donc forcément, nous avons 4000 salariés, un quart de ces personnes sont des aides-soignants ou des infirmières, et il y a entre 15 et 20% de turnover ou de postes vacants. Donc au quotidien, nous avons des activités, des recherches classiques, des annonces, des liens avec France Travail, avec les missions locales. Donc ça, c'est fait. Par contre, nous souhaitons aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, dans notre secteur, tout le monde est touché de la même façon et se battre pour les mêmes soignants n'aura pas de sens à long terme. Nous misons sur le long terme. Le long terme, c'est d'attirer, ouvrir les portes de nos EHPAD pour que les gens qui ont des idées, des préconçus, des jeunes, des moins jeunes, puissent venir y voir ce qui s'y passe et se dire, tiens, finalement, c'est pas ce que je pensais et finalement, j'ai envie de faire ce métier. Ça, c'est la première idée, c'est d'ouvrir, on l'a bien compris, que ce soit pour les résidents, les familles aussi ou les futurs collaborateurs. Et l'autre idée qui est une idée assez intelligente, c'est de renverser le problème et plutôt que de se plaindre, de se dire on ne trouve personne, c'est de se dire mais finalement, celles qu'on cherche ou ceux qu'on recherche sont peut-être finalement déjà chez nous. C'est de les former, c'est de valoriser les compétences en interne. Tout à fait. Donc, dans nos équipes, nous avons un tiers de personnel soignant et on a également un tiers de personnel qui sont les agents des services logistiques, qui sont des personnes qui ne font pas de soins, mais qui sont dans les établissements, pour certains depuis plusieurs années, qui ont cette fibre, qui ont cette prise en charge en eux, ils ont envie d'aller plus loin et donc on a des entretiens avec eux, avec chacun d'entre eux pour avoir une passerelle, pour passer, pour être accompagné, pour devenir aide-soignant. Et on a même cette logique maintenant à l'embauche, c'est-à-dire qu'on fait venir des personnes qui ne sont pas forcément soignants, mais on a un accord avec eux, on passe un accord, un deal, au bout de 2 ans, cette personne-là sera aide-soignante. On l'accompagne, voilà, tout ça est pris en charge, tout ça est accompagné et à terme, donc, nous sommes nous-mêmes on va dire des producteurs, mais des accompagnateurs de nouveaux soignants. Parce que les soignants d'aujourd'hui, il n'y en a pas assez, il n'y en aura toujours pas assez si on reste sur cette courbe. Et donc, il faut en créer des nouveaux. Et donc, nous arrivons avec des nouveaux salariés, mais également des alternants. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les alternants aujourd'hui, nous, on a 150 alternants par an. En moyenne, il y en a 2 par établissement. Et donc, ça fait 5,6% de nos effectifs. Ces soignants-là, ces alternants-là, pour beaucoup d'entre eux, restent ensuite, sont diplômés et intègrent nos équipes. Et quelquefois, on va même les chercher plus loin, en dessous des radars. Ce que je vous propose, Emmanuel Grosjean et Loïc Rumeau, c'est justement de nous rendre à Étanges-Grande pour voir justement 2 exemples concrets de valorisation des compétences, de montée en compétences. Vous voyez ce reportage d'Elisa Wittich. En arrivant ici, il était important pour moi, pour que je me sente bien comme à la maison. On a trouvé une deuxième famille, puis on se sent jamais seul, on fait plein d'activités, le personnel est super gentil, on a toujours quelqu'un à l'écoute. Tu veux un bon moment, oui. Tiens, regarde. Comme Patricia, une 60aine de résidents vivent dans cet établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Expirez. L'association SOS Senior promeut le mieux vieillir à travers des installations adaptées tout en se sentant comme à la maison. Cet espace est mis à disposition de nos habitants ainsi que de leurs familles. Les familles qui souhaitent venir déjeuner ou dîner avec leurs proches leur permet de pouvoir bénéficier de cet espace qui a été entièrement repensé et décoré dans un cadre chaleureux avec des meubles qui parlent un peu à tous nos aînés. Le bien-être des résidents et des salariés semble être au cœur des politiques internes. D'ailleurs, la direction du groupe valorise la montée en compétences de ses employés. C'est le cas au sein des équipes de la résidence L'Aquicelle. J'ai eu mon master gestion des établissements sociaux et médico-sociaux et je prétends aujourd'hui à un poste de directrice adjointe. Le groupe a à cœur effectivement de faire monter en compétence toutes les personnes qui le souhaitent et de ce fait effectivement voilà, j'ai pu prétendre à un poste de directeur. Un établissement qui porte dans ses valeurs le bien vieillir et le bien-être au travail. Oui, ça a été, pas exagérément, mais on s'est tapé la cloche, comme on dit vulgairement. Et vous m'avez vu danser. Et je vous ai vu danser.
Voilà pour ce reportage au sein d'un établissement à Étanges-Grande qui résume bien finalement tout ce que l'on se dit depuis le début, puisqu'on a à la fois mon EHPAD, mon établissement, mon domicile, et puis on a aussi ce sujet du soin non thérapeutique, vu avec le docteur Stein, et puis sur le recrutement et la montée en compétences du directeur et de son adjointe. Tout à fait, et c'est effectivement assez représentatif de notre volonté, de notre stratégie d'avancer, de faire en sorte que ce qui se passe dans cet établissement soit le quotidien finalement, non seulement de l'ensemble de nos établissements, on n'y est pas encore, l'idée n'est pas de dire que tout est parfait, c'est pas notre message, loin de là, mais de dire que notre volonté et nos efforts y tendent vers cette direction-là. Et pas seulement pour nos établissements, aussi pour l'ensemble du secteur. Face aux difficultés, il est important pour nous d'inspirer et de faire en sorte que cette réalité soit le futur de notre secteur. Encore un mot avec vous, Emmanuel Grosjean, sur les ressources humaines. Évidemment, le groupe, on l'a vu, SOS Seniors est très implanté dans le quart nord-est de la France, en Moselle. Il y a le Grand-Duché de Luxembourg à côté de la Moselle qui aspire un certain nombre de talents. Comment vous faites, vous, pour résister à ce phénomène ? Alors, d'une part, on a beaucoup de salariés qui ne souhaitent pas, être dans plusieurs heures par jour dans les transports en commun, donc qui aiment bien travailler, qui ont un emploi près de chez eux, donc ils sont aussi satisfaits de cela. Ensuite, en termes de rémunération, notre groupe, nous sommes à but non lucratif, donc nous avons une convention collective, nous ne pouvons pas aligner indéfiniment les salaires. Quand même souligner que depuis 4 ans, les salaires ont augmenté de 30%. Il y a une prise de conscience collective qui n'est pas terminée, mais qui est en cours. Donc les salaires dans notre groupe ont considérablement évolué. Nous avons des négociations avec nos partenaires sociaux qui sont également conscients de tout cela. Donc on a des primes particulières pour booster les gens qui feront des efforts particuliers, modifieront leur planning, etc. Et surtout, pour conclure, ce qui attire aussi les salariés aujourd'hui, c'est la prise en charge de leurs désirs, de leurs desiderata. Certains ont envie de travailler 7 heures par jour, d'autres 11 heures par jour. Donc nous faisons des organisations mixées pour que chacun y trouve son compte, pour qu'on puisse faire de la qualité de vie au travail, pour que chacun puisse amener sa part à la construction de l'établissement. Donc le Luxembourg, prêt ou pas, peu importe, les salariés, on en a encore et ils y sont bien chez nous. Merci beaucoup Emmanuel Grosjean. Je vous montre l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran si vous souhaitez déposer un CV. Donc c'est recrutement.groupe-sos.org. Voilà pour les informations liées à cette façon de vous faire connaître auprès du groupe SOS Seniors. Loïc Rumeau, un mot de conclusion de cette émission spéciale sur ce plaidoyer. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Autant de succès que pour le premier? Exactement, d'arriver aussi à convaincre les pouvoirs publics de cette volonté de transformer notre secteur d'activité. Et un grand merci aussi à vous de permettre aussi de faire connaître ce plaidoyer, nos actions, parce que finalement, on a aussi besoin de convaincre le grand public, c'est-à-dire les personnes qui finalement ont peut-être besoin de nos solutions, pas forcément de l'EHPAD, mais de services d'accompagnement. Les personnes âgées, leurs proches représentent une partie de la population loin d'être négligeable et il est important de leur montrer aussi les efforts que nous faisons pour nous adapter à leurs attentes. Merci Loïc Rumeau, directeur général du groupe SOS Seniors. Je rappelle que ce plaidoyer est disponible. Vous pouvez le découvrir, le lire sur le site du groupe qui s'affiche également à l'écran. Merci également à l'équipe du service communication du groupe SOS Seniors qui m'a aidé à préparer cette émission spéciale, notamment à Géraldine Bussy. Et puis merci aux équipes de Moselle TV en régie. Au revoir.